Bonsoir tout le monde. Un plaisir de vous revoir. Je reviens énergisée avec des belles intentions de vous offrir des nouvelles conférences, des services, des ateliers, des activités. Alors, ce soir, la conférence a pour titre L'art d'écouter. Il y a tellement de conférences sur l'art d'écouter. Il y a déjà plusieurs techniques qui vous ont été enseignées sur ce sujet pour aider les gens à entrer en communication les uns avec les autres. Alors, moi, ce que je voudrais vous parler ce soir, c'est de ramener toutes ces théories vers un principe de communication. On connaît déjà beaucoup de principes de communication, comme la formulation claire de message, une bonne mise en contexte de la situation, mots à la portée des gens, hein, pas avoir des mots trop recherchés qui fait que les gens ne comprendront pas. Souvent aussi, on va vous parler de trouver le bon moment pour partager votre message. Hein, il n'y a pas toujours des temps où l'autre personne est disposée à nous écouter, comme si vous voulez parler à votre mari pendant sa joute de hockey de son équipe préférée, ben, c'est peut-être pas le meilleur moment pour lui. Alors, c'est de trouver le bon moment, aussi de avoir un environnement où il n'y aura pas trop de distractions. Il faut utiliser un volume assez fort pour bien se faire entendre, aussi avec un ton, une intonation qui est variée, qui n'est pas trop endormant. Puis aussi avec des expressions faciales. Alors, il y a toutes sortes de méthodes pour bien communiquer qu'on nous a enseignées. Mais c'est pas tellement ce côté technique-là que je voudrais vous partager ce soir, mais plutôt de vous entretenir avec une dimension qu'on appelle le côté spirituel de l'art de la communication. Alors, pour vous parler de ce côté spirituel dans l'art de la communication, on va commencer par se poser la question, comment je me positionne intérieurement? Au moment où je m'apprête à entrer en communication avec d'autres personnes, que ce soit verbalement, par écrit, par courriel, avec des textos, WhatsApp, même des émoticônes, c'est quoi en premier ma position intérieure? Comment je veux me positionner? Qui est ce soi qui veut entrer en communication avec les autres? Hein? Préciser clairement en moi mon but. C'est quoi mon intention? Des fois, est-ce que je veux garder une bonne relation avec la personne ou je veux couper la relation? L'intervention va être complètement différente. Si je veux garder une bonne relation ou si je veux créer des bonnes relations, si c'est des nouvelles personnes ou je veux entretenir une bonne relation, je vais devoir me positionner intérieurement de façon à atteindre cet objectif-là. Si je veux garder et créer une bonne relation. Pour créer une bonne relation, il faut que j'arrive à communiquer avec le cœur de la personne. En fait, on va dire d'âme à âme et non pas de tête à tête, mental à mental. C'est important de veiller à ce que ce ressenti-là, qu'elle est importante pour moi en ayant une belle qualité d'écoute. Être à l'écoute de mon intention et aussi à l'écoute de l'autre. Une fois que la relation est établie, qu'on a touché le cœur de la personne, qu'on s'est adressé à l'âme, qu'importe la nature du message, le message il va être entendu et reçu et bien perçu. Hein. Que ça soit qu'on veuille obtenir de l'aide de la personne ou bien offrir notre aide aussi, ou tout simplement donner une information ou éclaircir une situation, qu'importe la portée du message. Juste le fait de avoir l'intention de communiquer de cœur à cœur, conversation de cœur à cœur en fait. Là, on peut dire qu'il y a eu une belle communication quand les cœurs se sont rejoints. Et puis aussi de regarder avant de communiquer avec quelqu'un, comment est-ce que je veux que les autres me perçoivent? Hein, est-ce qu'ils veulent que
perçoivent en moi que je suis une personne stressée? Sûrement pas. C'est pas tout à fait ce qu'on souhaite. Alors, je peux commencer par me demander, pour savoir comment est-ce que je veux que les autres me perçoivent, je peux commencer par regarder en moi comment moi je me perçois. Et si j'arrive à me percevoir d'une façon pure et élevée, les autres, il y a des chances qu'ils me perçoivent de la bonne façon dont je voudrais qu'ils me perçoivent. Hein? Si je me perçois, c'est mon intention, c'est d'être une personne aimante, douce, gentille, bienveillante, respectueuse, que je sois juste et équitable envers tout le monde, sans prétention, et aussi sans manifester des préférences en particulier envers une que l'autre, que je m'adresse de la même façon, aussi intentionnée avec une qu'avec l'autre, sans qu'on sente qu'on a des chouchous parmi le groupe, là. Façon polie, posée, calme, façon sage, réfléchie aussi, hein? Puis aussi peut-être teintée selon ma personnalité particulière de qui je suis, avec mon tempérament, là, énergique ou bien proactive, prendre les devants. Il y a toutes sortes de belles qualités qu'on peut exprimer dans nos communications avec les autres. Alors, si au départ, je me perçois avec mes belles qualités, qu'ont les autres, les qualités, elles sont toutes innées en soi. À ce moment-là, si tout de suite je me perçois avec une perception positive de soi, je risque de transmettre ça. Mais si je suis pas dans cette perception de soi-là, je me sens frustrée, pas de bonne humeur, pas dans mon assiette, ben, la façon dont je vais communiquer va transmettre aussi cette perception-là. Fait que c'est important que je prenne le temps de regarder à l'intérieur de moi comment je me perçois en ce moment. Et si c'est pas une image trop valorisante de comment je me perçois, ben, c'est important que je rectifie le tir. Parce que c'est ce que les autres vont percevoir de moi, la façon dont je me sens à l'intérieur. C'est là où on s'aperçoit que des fois, il y a des gens qui pensent qu'on les aime pas parce qu'on est dans une position de pas de bonne humeur envers soi. On n'est pas fier de soi. On a fait des gaffes, on a fait des erreurs. Ou ce qu'on va dire à l'autre, on n'est pas trop fier de signaler des choses. Alors que c'est tout simplement une perception pas très positive de soi qu'on a envers soi-même. Et l'autre va percevoir comme un manque d'amour envers elle, ou un manque de respect, ou un manque de patience, va nous sentir facilement irrités. Alors, c'est important de bien se positionner comment je me perçois. Parvenir à se positionner avec ces belles qualités-là, je dois rester alerte à ce qui se passe dans mon esprit, dans mon monde intérieur. Hein? Où vont mes pensées lorsque je m'apprête à entrer en communication avec une autre personne? Fait qu'il y a premièrement les pensées envers le soi et aussi les pensées envers les autres. Est-ce que j'ai des jugements envers cette personne-là? Est-ce que j'ai déjà mon idée de fait sur cette personne-là? Ou bien est-ce que j'ai des bons sentiments envers elle? Si je la reconnais avec un défaut en particulier qui fait que les autres ne l'apprécient pas tellement à cause de ce défaut-là, ben, si moi je l'aperçois comme quelqu'un, mettons, qui juge les autres, parce que c'est ce que j'observe parfois, puis que j'arrive avec cette attitude-là, ben, ce défaut-là va influencer ma façon d'interagir avec elle, le fait de voir ce défaut-là en l'autre. Alors, c'est tout de suite rectifier mon tir aussi dans ma perception de l'autre. Oui, ça se peut qu'elle ait ce défaut-là, mais il faut que je centre mon attention sur ses qualités. Elle a aussi des qualités. Tout le monde a des qualités.
Il n'y a pas juste de défauts. Alors, il faut rectifier le tir aussi de comment je me positionne au moment d'interagir avec l'autre personne. Il faut que je vois ses bonnes intentions, sa collaboration, son désir d'apporter de l'aide. Il faut que je focalise sur des choses, des perceptions plus positives. Et ça va tout de suite se faire sentir dans mon attitude. Juste dans le ton que je vais utiliser, le sourire que je vais afficher sur mon visage, mon sentiment intérieur avec elle, envers elle, va transparaître dans mon non-verbal. Pas nécessairement dans mes paroles, ils vont peut-être être très gentils, très respectueuses, mais ma façon de la regarder, de le ton que je vais utiliser, les mots que je vais choisir, juste l'attention que je vais lui donner, va tout de suite démontrer quel sentiment j'ai envers l'autre. C'est important de vérifier notre sentiment. Si je suis alerte sur la qualité de mes pensées, si j'ai pour objectif de mettre en évidence la meilleure version de moi-même, hein, mais mon bon côté, pas mon côté frustré puis que je suis tannée puis je suis fatiguée, là, alors je saurai mettre de côté mes propres jugements, mes interprétations personnelles de la personne à qui je m'adresse, mes préjugés aussi, mes fausses croyances. Moi aussi, je peux en avoir des fausses croyances et des préjugés. Hein. C'est des choses qui, autrefois, ont pu affecter ma façon, ma manière d'entrer en communication avec les personnes. Alors, que je sois alerte sur la qualité de mes pensées. Fait que être à l'écoute de celui à qui vous vous adressez. Hein, nous savons que la personne à qui on s'adresse va interpréter le message en fonction de ses propres expériences. Hein, ça joue dans les deux côtés. Mes expériences à moi vont influencer ma façon d'agir, la façon de mes croyances, mes préjugés, tout ça, mais aussi le message que je vais donner à l'autre va être filtré à travers ses propres expériences, ses attentes, ses valeurs, ses émotions et aussi ses jugements envers moi. Ça aussi, ça va jouer. Ce filtre personnel de chacun peut déformer et même mal interpréter un message en fonction de comment on va être perçu. Développer l'art d'écoute, ça exige de la pratique, de la patience, puis une intention claire d'améliorer nos relations. Parce que beaucoup de conflits sont générés à cause des manques de communication qui sont pas clairs. Souvent, les autres, plus tard, nous accusent. Oui, oui, tu m'avais dit ça. Non, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais même pensé ça de toi. Mais l'autre personne a interprété des choses à travers ses propres filtres. Puis, des fois, c'était peut-être juste quelque chose qui venait de se passer avec quelqu'un d'autre, puis on arrive avec cette personne-là avec déjà les sentiments de ce qui vient de se passer, puis c'est ce qu'elle a perçu, puis elle l'a pris pour elle. Alors, plein de mésententes, de malinterprétations dans les communications. C'est énorme combien il peut y avoir de conflits entre les gens juste parce qu'on a mal été compris. Puis, des fois, les gens nous rapportent ce qu'on a dit. Non, non, j'ai pas dit ça. C'est pas ça que je voulais dire. Si c'est ça que j'ai dit, ben, c'est pas ça que je voulais dire. Parce que la façon dont on le dit, puis la façon dont on veut le dire, puis la façon dont on veut transmettre, des fois, les messages, ça sort tout croche, des fois. Alors, la première chose, développer l'écoute de soi, puis développer l'écoute des autres. Comment on va développer l'écoute de soi? Je vais vous apporter 3 points. Le premier, c'est pratiquer l'éveil de la conscience. Être conscient de ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Puis pour ça, ben, c'est vraiment la pratique de la méditation Raja Yoga qui nous permet d'observer nos pensées.
de prendre conscience de nos émotions, de nos sensations corporelles. Des fois, il y a des indices que le corps va nous donner, des pincements dans le cœur, une émotion qui monte, une respiration plus rapide, une nervosité qui apparaît. Il y a des choses qui nous donnent des indices dans notre corps qu'il faut être à l'écoute. La méditation Raja Yoga nous permet d'être à l'écoute de soi, écoute de nos pensées, écoute de nos émotions, de nos réactions intérieures. Et c'est pas dans le but de les juger, mais plutôt de les accueillir en vue d'en prendre conscience. C'est ce qu'on appelle l'éveil de la conscience, pour en prendre conscience. Puis, on s'entraîne après ça à calmer notre esprit quand on est émotivement ébranlé, puis rediriger nos pensées. Parce que c'est pas pour rien qu'on a ce type de pensée-là. Cette émotion-là a été générée par un type de pensée en particulier. Il faut transformer les pensées. Et la méditation nous permet justement de nous rendre habiles à avoir une perception plus élevée de soi, transformer ces pensées néfastes envers le soi en pensées plus élevées, et la même chose envers les autres. Alors, on s'entraîne comme ça, on entraîne notre esprit, développer une meilleure connexion avec notre vraie nature. On est des êtres de paix, des êtres d'amour, des êtres bienveillants, avec des bonnes intentions. C'est ce que vous êtes, c'est ce qu'on est tous. Ça nous permet de transformer plus rapidement nos réactions face aux situations. Fait que le premier point, pratiquer l'éveil de la conscience. Il y a une autre façon aussi où on peut être beaucoup plus à l'écoute de soi, c'est écrire son journal personnel, écrire ses pensées, ses émotions. Ça permet de clarifier notre état d'esprit. Des fois, on n'arrive pas à méditer, on est trop émotivement ébranlé. Ben, si on se met à écrire tout ce qu'on ressent, ça va s'éclaircir dans notre esprit. On va voir des liens, on va comprendre pourquoi on ressent telle chose. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Parce que l'effet d'écrire, ça fait ralentir les pensées. C'est plus long à écrire. Nos pensées ne se mettent pas à divaguer vers des pensées perdues et tout ça parce qu'on est en train d'écrire. On écrit les faits, on écrit ce que ça. Fait que le fait d'écrire, on va déceler plus nos tendances, nos préoccupations qui sont récurrentes. On va les voir, celles qui reviennent constamment, le type de pensées qui sont plutôt des habitudes là, qui reviennent constamment, pour mieux comprendre nos besoins aussi. Alors, le fait d'écrire notre journal, ça va favoriser également une écoute plus profonde de soi. On prend le temps de mettre des mots sur ce qu'on le ressent. Juste ressentir l'émotion, être bloqué dans l'émotion, c'est la façon de les verbaliser à soi en les écrivant. On n'est pas obligé d'aller le compter aux autres, parce que des fois, on renforce notre émotion en disant «Oh, ouais, il t'a dit ça, bah, ça n'a pas de bon sens». Fait que là, l'émotion est encore plus forte parce qu'on raconte encore, on revit l'événement. Tandis que l'écrire, c'est beaucoup plus posé comme geste. On nous conseille d'écrire le journal. Puis, un autre point, c'est important d'accueillir ces émotions-là. Plutôt que de les repousser ou d'essayer d'ignorer nos émotions désagréables, c'est d'apprendre à les identifier et à les accepter. C'est essentiel pour être davantage à l'écoute de soi. En reconnaissant nos émotions, on développe une meilleure capacité d'être beaucoup plus bienveillant envers soi-même. On a besoin autant d'amour que d'écoute. Alors, juste le fait de s'écouter comme ça, c'est se donner un temps d'amour. C'est une preuve d'amour pour le soi. Quelqu'un qui nous accorde beaucoup de son temps pour nous écouter, c'est parce qu'il nous aime beaucoup. Plus on aime les gens, plus on est porté à prendre du temps avec eux,
puis donc à partager ces moments d'écoute. Alors voilà pour l'écoute de soi, l'accueil des émotions, examiner qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, examiner nos pensées, avoir une perception plus élevée de soi en rectifiant. Si la perception n'est pas très positive, en la rectifiant tout de suite, s'identifiant nos qualités, tout ça. Être à l'écoute de soi. Est-ce que ça va jusqu'ici? Je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on passe à l'écoute des autres. Il y a plusieurs façons d'écouter. Si on est bien à l'écoute de quel sentiment on a envers les autres, on risque d'avoir une bien meilleure communication si on rectifie le sentiment qu'on a. Alors, on va passer à l'écoute des autres maintenant. On se dit que écouter, c'est entendre sans jugement ce que l'autre nous dit. C'est s'intéresser sincèrement aux autres. C'est ça, écouter, savoir écouter. Hein, on a deux oreilles, mais on a une seule bouche. Alors, ça veut dire qu'il faut écouter deux fois plus que deux. Plus important d'écouter que de parler. Écouter, ça ne veut pas simplement entendre des mots, des sons, des bruits, mais avec une présence active, une présence qu'on appelle de l'intellect. C'est l'intellect qui est présent, qui est conscient. L'esprit, lui, il va vous fournir plein d'idées pendant que l'autre va nous parler. Mais avec quelle faculté de l'âme on va être en mesure d'avoir une bonne écoute? C'est en se servant de notre intellect. Et lui va être constamment présent et d'essayer de faire taire l'esprit qui, lui, veut vous amener plein de jugements, de réponses mentales qui veulent se précipiter dans votre esprit pour lui donner des conseils et tout ça. Ça, c'est l'esprit qui va vous fournir plein d'idées pendant que l'autre va parler. Alors, c'est de rester conscient grâce au pouvoir de l'intellect. C'est l'intellect qu'on appelle la conscience. Fait qu'écouter, c'est être pleinement conscient du moment présent, de ce que l'autre est en train de nous dire. Hein, c'est pas de se dire, oh oui, elle m'a déjà raconté tout ça la semaine passée, elle me raconte encore la même affaire. Non. Il y a peut-être une petite variante de ce qu'elle veut t'apporter aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle te ramène ça encore aujourd'hui. Alors, c'est en cette position-là d'observateur conscient de tout ce qui se passe dans notre monde intérieur au moment d'écouter l'autre. Hein, si notre esprit a divagué ailleurs, c'est l'intellect qui va le ramener. Alors, c'est important de garder notre esprit ouvert. Chacun a droit à son point de vue. Hein, surtout, il y a toutes sortes de points de vue là, différents où les gens, beaucoup, vont entrer en conflit et puis ça peut même créer des chicanes de famille, tout ce qui concerne la religion puis la politique. Alors, essayons d'éviter ces sujets-là. Donc, puis exprimer son point de vue, ça ne donne à rien d'apporter votre argument contraire. Soyez juste à l'écoute si vous ne voulez pas entrer en conflit. Chacun a son point de vue. Sa vérité n'est peut-être pas ma vérité. Laissez l'autre exprimer son point de vue. Même si vous n'êtes pas d'accord, laissez-le exprimer ce qu'il veut dire. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord si vous ne dites rien. Donc, vous faites juste l'écouter. Soyez prêt à voir aussi son côté de l'histoire. Hein? Essayez de comprendre son point de vue. Pourquoi tu penses que c'est ça? Le fait de dire pourquoi, c'est tout de suite le mettre en opposition. C'est comme le culpabiliser que c'est pas correct. C'est comment tu arrives à percevoir ça comme ça? En disant comment, ça veut dire que vous voulez aller plus loin dans la conversation. Comment tu interprètes ça? Avec la question comment,
Ça continue la conversation ensemble. Tandis que la question pourquoi fait que l'autre doit se justifier, qu'il doit prouver qu'il a raison. Alors, c'est pas le terrain sur lequel on veut s'aventurer. Parce que l'autre est obligé de se prouver par rapport à ses croyances, à ses perceptions, puis ses points de vue, puis ses jugements, puis tout ça. C'est mieux d'aller avec des questions comme comment, quoi ou que, qu'est-ce qui s'est passé ou ça, c'est. Mais les pourquoi, essayez de les éviter. Un autre point important, c'est garder votre esprit propre. Si votre esprit est embrouillé par des expériences passées douloureuses avec la personne, notre capacité d'écoute elle va être amoindrie parce que c'est ça qui va trotter dans notre tête. Pour vraiment écouter, on a besoin d'avoir un esprit propre et clair. En Raja Yoga, on recommande de cesser toute pensée gaspillée qui est reliée au passé en mettant un point final. Point final. Si la pensée revient, point final. Faut pas nourrir, faut pas laisser notre esprit vagabonder vers d'autres choses, parce que ça va déraper sur plein de pensées perdues. On n'est plus à l'écoute de ce que l'autre nous dit, on n'est plus présent, on perd le fil, puis ça paraît qu'on n'est plus à l'écoute. Fait que pas nourrir notre esprit en continuant de penser l'endroit où notre esprit essaie de nous amener par rapport à nos expériences passées. Choisir consciemment de mettre fin à toute pensée ruineuse ou inutile ou nuisible. Ça, c'est garder notre esprit propre, propre et clair. Fini les pensées gaspillées de ce que le mental peut nous ramener à l'esprit. Le faire taire le mental. Remarquer comment nous commentons intérieurement constamment ce qui nous est dit. Hein, on prépare déjà notre réplique mentale. Puis on filtre aussi à travers notre culture, nos valeurs, nos croyances, nos attentes. On peut même se mettre à réagir avec irritation et même se fâcher, être bouleversé. Observateur détaché, souriant, détaché et bienveillant, tout simplement. Rester centré sur la conversation. Hein? Être centré sur la conversation, ça veut dire se concentrer pleinement sur ce que l'autre a à nous dire. On met de côté toute autre distraction. Parce que l'autre va le sentir que notre esprit est distrait. Il va se mettre à regarder ailleurs. Ça va nuire à la communication. Il va sentir qu'on n'accorde pas d'importance à ce qu'il nous dit. Et ça va être désolant pour la personne. On n'est pas pleinement à l'écoute, ça se sent. Alors, prenez conscience de la tendance à préparer une réponse mentale pendant qu'on écoute. Hein, si vous êtes en train de vous préparer une réponse, là, et il le voit bien que vous n'êtes plus là, là. Pour être là, pour bien que la personne sente qu'on est là, là, on peut donner des signes de notre écoute. Hein. On peut donner des hochements de tête, un contact visuel, vraiment la regarder bien dans les yeux. Ou on peut reformuler aussi des phrases. Est-ce qu'elle dit ah ouais, OK, bon, ah, Tu sais, des petits sons comme ça qui donnent un feedback à l'autre qu'on est encore à l'écoute, que vous êtes vraiment présent et attentif. Et aussi, c'est important de montrer notre empathie. Des fois, les autres nous racontent des choses qu'ils ont vécues, qui sont pénibles, et puis qui veulent partager. C'est des choses personnelles. Alors, montrez de l'empathie, hein, et soyez avec une écoute sincère, c'est connectez-vous à ce que l'autre peut ressentir. On peut développer notre capacité en validant les émotions que l'autre peut ressentir, hein, sans le juger ni les interpréter, mais juste être empathique à ce qu'il nous raconte.
c'est important aussi peut-être des fois de poser des questions ouvertes, se montrer curieux, hein. Interroger l'autre d'une manière ouverte permet de découvrir des perspectives puis des détails supplémentaires. Plutôt que de diriger la conversation, adopter une approche plus exploratoire, hein. Essayer de bien comprendre la situation en posant des questions, comme j'ai mentionné tout à l'heure, avec des comment ou que s'est-il passé lorsque telle chose est arrivée, lorsque la personne a dit ça, ou quoi. Il faut créer un climat de confiance. Ça va permettre à l'autre de s'exprimer plus librement puis de déposer dans un climat de confiance qu'elle a à vous partager. Une autre situation aussi qui est très, très, très souvent observée et qu'il faut vraiment résister à l'envie, là, c'est de donner nos solutions. Nous, on est en dehors du problème et spontanément, les réponses nous viennent parce qu'on est observateur détaché de la situation. On n'est pas dans la situation, on n'est pas dans le problème. Donc, on est porté à écouter, puis après ça, vouloir donner des conseils. Par amour pour la personne. Souvent, c'est des bonnes intentions qu'on a. C'est pas qu'on veut se croire meilleur que l'autre. On veut l'aider, on l'aime, on veut y apporter notre aide et tout ça. Il vient se confier à nous. On est souvent porté à vouloir jouer ce rôle, hein, parce qu'on a développé cette habitude-là en étant parents. Avec des enfants, on leur donne des conseils, on les éduque. C'est notre rôle. On a pratiqué ça pendant 25 ans des fois. Puis après ça, ils sont devenus adultes. Et puis là, on était encore porté à leur donner des conseils. Ils en avaient besoin quand ils étaient enfants, mais là, ils sont devenus des adultes. Tout ce qu'ils veulent, c'est peut-être juste vous partager leur journée, ce qui s'est passé avec tel collègue, avec un voisin, avec leur enfant. Puis, ils veulent pas avoir votre avis. C'est pour ça qu'ils viennent chercher. Ils veulent partager avec vous ce qu'ils sont en train de vivre. Ils ont passé une mauvaise journée. Il s'est passé telle affaire, le collègue a fait telle affaire, tout ça. Puis tout de suite, toi, tu saurais quoi faire devant telle situation. On est porté à vouloir les aider. Si d'autres vous font ça, dites-lui, non, non, j'ai juste besoin de ton écoute. Vous pouvez lui dire avec amour et respect, non, non, j'ai juste besoin de ton écoute. Et il va comprendre. Fait que les autres vous le disent si vous êtes porté à donner des conseils. Non, non, j'ai juste besoin de ton écoute. Résistez à l'envie de donner votre opinion, à moins qu'on vous la demande. Hein, votre point de vue, vous donnez toute solution toute faite, là. Nous, c'est simple, comment on réglerait ça? On dit bon d'écoute, puis ils savent quoi faire. Ils savent bien trop facilement quoi faire. Ils vont le régler le lendemain, l'affaire. Mais là, ils ont vécu une émotion aujourd'hui, puis ils veulent la partager. Une autre chose aussi dans la communication, c'est important de reformuler ce qui vous apparaît important pour vous assurer que vous aviez bien compris, hein, pour être sûr d'avoir bien compris, puis pour donner aussi à l'autre la sensation d'avoir été bien écouté, hein. On redit dans vos mots ce que vous avez perçu de ce qu'elle vous a transmis. Ça, c'est une autre façon où l'autre personne repart avec la sensation d'avoir vraiment été bien entendu. Parce que vous avez pu redire dans vos mots ce qu'elle vous a partagé, puis, ouais, c'est vraiment ça. Un autre point important, c'est résister à l'envie de rebondir. Si vous vous sentez ébranlé émotivement sur ce que l'autre vous dit, elle vous partage quelque chose, ça peut être une plainte contre vous, et elle a besoin de l'exprimer. Pourquoi elle s'est sentie comme ça?
Même si c'était pas ce que vous aviez l'intention, elle s'est sentie comme ça. C'est ça qu'elle veut vous partager. Ce que l'autre vous dit, on est porté à vouloir réagir émotionnellement. Oh, je voulais pas te faire de peine. Hein. Non, c'est pas à vous de vous justifier, d'essayer de vous donner plein d'explications puis des excuses. Hein? Faut se donner comme discipline d'écouter l'autre jusqu'à la fin de ce qu'elle a à vous dire. Ah, c'est important d'offrir cet espace-là aux gens où ils peuvent pleinement se déposer, dire comment ils se sentent. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit, j'aimerais donc que tu me parles avec un ton si doux ou aussi gentil que quand tu t'adresses à tel invité. Quand on recevait des invités au centre, ben nécessairement, c'est des invités, on les traite avec beaucoup d'attention, puis de sourire, puis de bienveillance et tout ça. Puis quand c'est des gens qu'on rencontre tous les jours, ben on n'est plus porté à faire autant d'attention. Hein. On donne nos directives, notre message qu'on veut passer avec façon très directe, pas des gants blancs, comme on dit. Fait que la personne, elle sentait bien que envers l'invité, elle sentait tout l'amour que je pouvais dégager en m'adressant à l'autre personne. Puis elle voyait bien que je ne m'adressais pas à elle de la même façon. Une fois, elle me fait part de ça. J'aimerais donc que tu me parles de la même façon que tu t'adresses à, elle me cite le nom de la personne. Puis la personne venait de justement venir pendant la fin de semaine précédente à Québec. Et puis, je me souviens, cette personne-là, elle résidait chez moi. Bon, puis on les reçoit du mieux qu'on peut, avec beaucoup de respect, de bienveillance. Et c'est vrai que oui, il y avait une différence dans la façon d'interagir entre moi et les gens. Et ça m'avait fait prendre conscience. Le fait qu'on me le dise, c'est pas nécessairement un reproche, mais c'est comme une demande, un besoin. Et c'est là où ça m'a fait prendre conscience que, surtout pour les gens proches, qu'on voit tous les jours, qui habitent avec nous, ou qu'on fréquente, nos collègues qu'on fréquente tous les jours, qu'on ait cette attitude de respect, de regard, avec autant d'attention, de cœur à cœur. Et vous verrez à quel point les relations vont devenir beaucoup plus joviales, beaucoup plus heureuses de se revoir et tout ça. Juste le fait de faire attention, surtout pour les gens qu'on fréquente tous les jours. C'est surtout là avec qui on a besoin de maintenir des bonnes relations. Il y a un autre point particulier qui peut peut-être aider les gens à développer les capacités d'écoute et de communication avec les gens en prenant des formations spéciales de communication non violente, la CNV qu'on appelle. Souvent, des fois, on va appeler aussi la communication positive, ou je ne sais plus trop, il y avait une façon, ils l'ont mentionné différemment, la communication non violente, la CNV, là, par le fondateur, il l'avait appelé comme ça, mais je me souviens plus de la nouvelle formulation aujourd'hui. Alors, cette méthode-là, ben, ça invite les gens à exprimer ses propres besoins de façon beaucoup plus respectueuse, tout en étant à l'écoute de nos besoins et les besoins des autres. Hein. Exprimer nos besoins sans accuser l'autre, sans les critiquer. À la CNV, ça améliore la communication mutuelle des part et d'autre, puis ça facilite aussi des échanges authentiques et respectueux. Il y a des formations qui se donnent là-dessus et ça permet de prendre conscience que c'est un art à développer, l'art de communiquer, l'art de s'adresser aux autres.
Et aussi, prendre du recul. Rappelez-vous que chaque personne a un vécu unique. Puis, on ne sait pas ce que l'autre personne expérimente dans sa vie. Elle vit peut-être des choses difficiles à la maison, au travail. Alors, on reste neutre, même si les autres s'adressent à nous pas tout à fait de la façon dont on souhaiterait qu'ils s'adressent à nous. Ben, de pas changer notre attitude de bienveillance, d'amour, de respect, de calme, d'être souriant, même si l'autre semble pas de bonne humeur, semble pas dans son assiette, de pas se laisser influencer par les attitudes des autres. Rester fidèle à notre nature. C'est pas que je prends le défaut de l'autre, que je me mets à agir de la même façon. Je reste fidèle à ma nature. Je deviens un modèle. Je deviens un exemple pour l'autre en restant fidèle, en restant calme, respectueux, qui fait que ça peut peut-être agrémenter la journée de l'autre. Ça peut peut-être le repositionner mentalement. Juste le fait de sentir que quelqu'un a de la bienveillance envers lui, de l'amour, du respect, et ça va peut-être faire fondre son cœur dur et froid pour crocher un sourire si moi je reste toujours avec une bonne attitude. Alors, l'art d'écoute, s'il s'agit de l'écoute de soi ou être à l'écoute des autres, ça s'appuie sur une intention sincère d'exprimer notre amour. On est amour, agissons avec amour. Oh, Shanti. Voilà pour ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que vous voulez me partager quelque chose? Mon problème, j'essaye d'appliquer la communication non violente parce que moi j'étais quelqu'un d'extrêmement, je répondais très vite, je prenais la mouche, je suis une méditerranéenne Hmm. dans toute sa splendeur, je dirais, entre guillemets. Et ça m'a beaucoup appris à écouter l'autre parce que quand on parle, on a une intention, mais l'autre a une perception qui peut être différente. Ouais. Donc, quand on apprend déjà à maîtriser ses propres perceptions, Mhm. mais mon problème qui est toujours actuel, c'est quand je me mets dans l'état d'écoute détaché mais empathique, enfin, le temps Ouais, pour eux, OK. hein, parce que des fois. Mais si l'autre est, la personne en face est agressive, tu restes à un moment, bon, tu dis rien, mais à un moment, tu n'as plus envie de lui répondre, tu as envie de lui foncer dessus, hein. Pour C'est- résister à son influence. Mais, Oui. Mais là, je trouve que pour moi, c'est problématique. hmm. Alors, dans ce Euh, cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Écourter, moi, ce que je fais, j'écoute, regarde, on s'entend pas, on arrête là et je m'en vais. Mais il y a quand même quelque chose qui reste. ouais. Ben, c'est déjà se préserver de faire des gaffes, là, tu sais, que de décider, bon, ben, si je sens que je suis pas capable de garder mon calme, puis que je risque de peut-être dire des choses désobligeantes que je vais regretter Mhm. par la suite, qui va couper la relation, parce qu'il y a bien des conflits de famille comme ça, dus à des choses qui ont été dites, qu'après ça, qui sont difficilement pardonnables. Alors, c'est mieux peut-être justement de rester en sécurité, en s'éloignant, Oui, en mettant fin à la discussion. Mais si on arrive à taire le mental et puis rester observateur détaché, conscient de ce qui se passe dans mon esprit, puis si j'arrive à le maîtriser, c'est bon, je peux laisser l'autre s'exprimer. Puis la personne qui exprime sa colère, c'est sa façon d'exprimer ses besoins par la colère. Elle a besoin aussi d'écoute. Puis, il y en a qui resteront toujours des gens avec des caractères frustrés, plaintifs, critiques. Et mm, c'est leur caractéristique. Ils se
personnifient comme ça et ils sont attachés à cette image-là de soi. Ils se perçoivent comme ça, puis sont attachés à leur image comme ça. Alors, ça leur appartient. Faut les accepter comme ils sont. Exact. Merci, en tout cas, c'était très intéressant. Un petit commentaire, Nicole. Oui, J'ai toujours trouvé qu'au Québec, on avait de la difficulté à débattre. Et moi, oui, je trouve que c'est toujours très enrichissant de débattre. Je pense qu'on peut être capable de dire à quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec toi, je vois pas ça comme ça, exprimer son opinion. On peut mhm, continuer à exprimer mutuellement nos opinions et on ressort de là enrichi. C'est pour ça que oui, j'ai de la difficulté à me dire tais-toi. J'aime mieux dire je suis pas d'accord, je ne vais pas grimper dans les rideaux, mais je vais dire OK, je ne suis pas d'accord. Et parfois, ça m'amène moi-même à changer mon opinion. Parce ouais. que débattre, c'est enrichissant. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. OK. Si on sent que les deux parties sont prêts à écouter l'opinion de l'autre, là, mais si ça vient que ça s'affronte, Ouais. alors à ce moment-là, c'est plus d'enrichissement de part et d'autre, c'est plus des deux égaux qui s'affrontent, là. Mais Ouais. juste si c'est partage d'une opinion, puis partage de l'autre, puis que l'autre, on arrive à écouter l'autre suffisamment pour Ouais. qu'il explique son point de vue, bon, ben ça, c'est intéressant. Ouais. Et ça peut poursuivre la conversation plus loin et plus enrichissante, effectivement. Ouais. OK, merci. Oui, moi, je suis très d'accord avec ça. Il y a des gens, par contre, qui sont plutôt braqués, qui c'est Ouais. leur point de vue, puis qu'il y a juste ceux qui ont raison. À ce moment-là, ben, c'est peut-être mieux de ne pas entrer dans les arguments parce que à ce moment-là, c'est deux. On Ouais. s'affronte tout simplement. Si on sent qu'on est en position de s'affronter, ça améliore pas la relation à ce moment-là. C'est sûr que ça prend deux personnes qui ont une ouverture à l'écoute de l'autre. Ouais, Mais moi, j'ai connu des situations où on sortait de là tous les deux, puis on disait chacun, ah, mon idée est meilleure qu'elle était avant que je te parle. ouais. Donc, tu as enrichi mon idée, tu as enrichi mon opinion et mutuellement, là. Mais au Québec, on a un peu peur de ça parce qu'on n'aime pas la chicane. Donc, c'est-tu possible de ne pas débattre? En tout cas, Fait c'est mon que, opinion. ouais. Fait que c'est ça, c'est de jauger à quel moment c'est le Oui, bien c'est possible. et pas. C'est d'avoir ce bon discernement-là, effectivement. Mais merci, c'était excellent. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, Nicole? Oui, Oui. ici. Juste un petit commentaire. T'écoutais parler, puis c'est super bon. Mais il y a une petite chose que je suis en train de penser, que je ne sais pas si tu n'as pas parlé de l'humour dans la communication, mais moi, par expérience, je trouve parfois que nos échanges avec les gens, si ça reste toujours sérieux, la vie, c'est pas si sérieux, tu sais, on prend tout au sérieux, puis mais moi, dans ma vie de tous les jours, j'essaie de trouver, puis ça vient de plus en plus spontané, parce que quand on laissait de voir dans chaque situation quelque chose qui peut être drôle, il y en a plus qu'on pense. Tu sais. C'est juste qu'il faut s'adonner à les voir. Mais moi, je m'amuse beaucoup avec ça. Tu sais. Par exemple, il y a deux messieurs qui sont très grognons, là, où est-ce que je vais donner mes cours. Mais moi, je les prends toujours en riant. Tu sais, parce qu'à force de faire de la conversation avec eux, tu sais, j'ai comme trouvé la petite twist euh, et, puis finalement, c'est une autre façon d'écouter puis de parler, mais c'est peut-être juste parfois de changer le registre puis à quelque chose d'un petit peu moins. Ben, c'est un très bon point. Je suis contente que tu l'aies apporté. Parce qu'il y a des moments où il faut être sérieux. Je suis tout à fait d'accord. Là. Il y a des choses qui ne prêtent pas à rire du tout, là. Mais pas tant que ça. Moi, j'ai souvent ri dans des contextes très sérieux. Finalement, mais tu sais, tout est dans la finesse de voir si la personne entend à rire, là, c'est bien sûr. Là, tu peux pas faire ça avec n'importe qui de n'importe quelle manière. Mais moi, je trouve que les gens aiment rire. Tu sais, c'est rare les gens qui n'aiment pas rire. Tu sais, alors,
Et tout le monde a son type d'humour, c'est sûr. Il faut faire attention, là. Surtout les autres cultures aussi, puis toutes sortes de choses. Oui, Mais des fois, c'est un truc. Ça change le registre complètement de la conversation. Mais, ouais. Ça me rappelle, j'avais reçu 3 Français chez moi. Puis, il y en avait un qui était tout le temps en train de critiquer l'autre. râler. Puis, fait que, il y avait, à un moment donné, j'avais sorti les poubelles, mais j'avais pas eu le temps de remettre un sac dedans, qui était en dessous du lavabo. Puis, là, il vient pour tuer quelque chose, puis ça, il accuse l'autre, comme de quoi qu'il avait pas fini la job, tout ça. Fait que là, j'explique, je dis, ben non, je dis, c'est moi, c'est pas lui, c'est moi. Je me suis tout de suite dévoilé que c'était moi. Mais lui, il n'aurait pas osé me critiquer moi, mais il a osé critiquer l'autre. Puis là, ben, après ça, il était tout le temps un petit peu en train de rouspéter. Fait que je l'ai appelé le grognon. Ouais, ouais, ouais. Puis ça a été toute la fin de semaine comme ça. À force de l'appeler le grognon, il a réalisé qu'il était tout le temps en train de grogner. Ouais. Il n'a pas de conscience, mais il sentait que je le disais avec amour. C'est ça, c'est ça. Juste le fait de le percevoir, c'est le grognon, tu sais. Ouais, ouais. Il s'est pas senti offusqué, c'était pas un jugement, c'était pas un reproche, mais c'était sympathique tout simplement. Puis après ça, par la suite, je l'ai revu à Madouban et puis il avait complètement changé. Il n'y avait plus ce caractère grognon-là. Ça y avait fait prendre conscience. Exactement. Ouais. Moi, ça m'amène à une question. J'ai une Ah, question. Bonjour, Nicole. Oui, Euh, bon, euh, quand on est témoin d'une conversation qui va vraiment pas bien, oui. qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on intervient ou on laisse les parties s'invectiver ou Moi, je dirais, si ta relation avec les deux personnes qui ne sentent pas que tu prends plus un parti pris que l'autre, tu sais, tu as une bonne relation avec les deux personnes. À ce moment-là, je pense que tu peux te permettre d'intervenir. Mais si tu prends position d'un côté, ou peut-être ça peut être aussi cette personne-là que tu prends position parce que tu vois que c'est celle-là qui a raison puis que l'autre a mal compris ou a mal interprété, je pense qu'on peut se permettre d'intervenir pour aider à rectifier la situation entre les deux personnes. On peut apporter notre aide, bien sûr. On peut se permettre d'intervenir. merci. Parce que oui, on peut apporter notre aide, surtout si on n'a pas nécessairement un jugement ou si on faut bien être à l'écoute de soi. Est-ce que je perçois la personne comme un défaut puis que je l'aime pas, puis que bon, à ce moment-là, je finis pas intervenir, je vais juste envenimer davantage, apporter mon mauvais sentiment. Mais si j'ai un bon sentiment envers les deux personnes ou envers plus une personne, puis c'est celle-là qui j'ai un bon sentiment avec une personne, puis c'est elle qui est en tort, ben, elle va bien recevoir mon avis. Parce qu'elle me sent en relation avec elle. Elle va mieux me recevoir que l'autre qui est peut-être contre elle, là, tu sais. Fait que des fois, oui, on peut intervenir. Moi, je me permettrais, en tout cas, surtout si c'est une amie avec qui je me sens bien, que je vois qu'elle a mal compris une situation, ben, elle va bien le recevoir de moi parce qu'elle sait que j'ai des bons sentiments. Ben, la clé que je retiens de ta conférence aussi pour moi, c'est justement d'être à l'écoute de soi. Quelle est mon intention? Qu'est-ce que je ressens avant d'intervenir? Parce qu'on peut y aller sur l'impulsion. Puis comme tu dis, c'est de pratiquer, c'est de réfléchir, c'est de méditer pour être à l'écoute de ses pensées avant d'intervenir ou de parler à quelqu'un. Oui, parce que ça va transparaître mon mauvais sentiment à un moment donné dans la conversation. Mm. Soit dans le ton, soit dans les mots que je vais utiliser, juste le regard, le geste, le langage non verbal va trahir mon sentiment. Ouais. C'est important de bien rectifier ça. On a souvent des préjugés. On voit les gens, et on n'est pas parfait, hein. Il y a toujours des petits défauts, un petit trait de caractère qui viennent nous chercher, parce que souvent, des fois, on a un peu ce trait de caractère-là nous-mêmes, puis on le reconnaît pas trop, là. Fait que si on voit des choses chez les gens, puis on sent ce mauvais sentiment-là, il faut vite changer nos pensées en focalisant notre attention sur quelles sont ses autres qualités, Ouais. pas juste ce défaut-là. Et là, tout de suite, ça change notre sentiment intérieur envers la personne.
Et ça va se sentir aussi qu'on est avec un bon sentiment parce que là, notre attention est plus centrée sur ses qualités et non pas son principal défaut, là. Dernière chose, moi je retiens aussi, Nicole, le timing de quand c'est le temps de parler. En tout cas, quand on vit avec quelqu'un, qu'on est dans le quotidien, on a tendance à interpeller l'autre. Quand nous, on a besoin, on l'interpelle parce que nous, on veut régler ça maintenant, là, OK? Oui, oui. Mais ça ne marche pas de même. Idéalement, il faudrait demander à l'autre est-ce que ça va si je te pose cette question-là? Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te demander? Parce que souvent, la personne est déjà dans ses pensées, hein? Elle est déjà en train de régler des choses dans sa tête, même si elle a l'air de rien faire. C'est pas le cas. Hein? Puis, ben, ça part mal quand l'autre n'est pas disposé. Oui, puis ça me fait penser, des fois, on peut même demander un rendez-vous avec l'autre. Oui. À quel moment qu'on pourrait se rencontrer là, pour parler de telle affaire? Oui. Des fois, c'est des sujets que l'autre personne essaie d'éviter, là. Fait que là, on demande un rendez-vous pour parler de telle affaire, là. Il n'y a pas de choix. Oui. Ben, c'est vrai parce que ça va déterminer tout le reste de la conversation. Fait que là, il ne peut plus esquiver, là, tu sais. À moins qu'ils disent jamais. C'est correct. Là, c'est clair. Au moins, c'est clair. Dernière question pour moi. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que deux brahmanes qui se rencontrent, ça va super bien tout le temps? De Brahmin. Deux brahmines, excuse. Deux brahmines qui se rencontrent. La conversation et l'écoute est toujours ça va super bien. Elle devrait. Elle devrait. Okay. Je dirais, elle a de plus en plus tendance à aller bien. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vivent des choses difficiles du passé et qui ont de la misère à laisser le passé au passé, gardent la rancune. Il y en a qui ont ce sens-là de garder rancune. Ouais. Alors à ce moment-là, oui, ça était encore dans la relation, dans la façon d'interagir avec l'autre personne. On la sent avec une attitude de reproche, de piquer. Fait que là, à ce moment-là, parce que c'est des gens qui ont ces sens-là de rancune. Et c'est des habitudes des fois difficiles à changer. Ben, ils vont finir par y arriver, mais ça prend une prise de conscience, puis du temps, puis de la patience, puis continuer à leur donner de l'amour pareil. Oui. Puis encore une fois, focaliser sur les qualités de la personne. Ouais, moi, je peux focaliser dessus, mais si l'autre elle reste bloquée avec ses rancunes, ben là, c'est un choix qu'elle fait. C'est elle qui sera malheureuse. Ouais. Alors, on va terminer avec un petit moment de rétrospective à l'intérieur. On va juste s'installer confortablement. S'il y en a qui veulent prendre un petit peu d'eau. Commencer, on va bien respirer profondément. J'inspire. Et tout de suite, mon attention se tourne vers les tensions qui peuvent exister dans le corps. Et je prends conscience que moi, l'âme, je suis le maître de ce corps et je le détends complètement. Je respire profondément. Et puis, je me détache du monde corporel, de mes relations, de mes rôles, de mes fausses identités. Puis je me perçois comme une âme pure, élevée, compatissante, bienveillante, avec de bonnes intentions, calme, détendue. Plus je pourrai interagir avec les autres de façon conforme à mon état intérieur. Avant d'entrer en relation, j'examine à l'intérieur de moi
Quelle est mon intention dans cette communication? Comment je perçois l'autre personne? Est-ce que ma perception est positive et bienveillante? J'examine dans mon cœur quelle est mon intention. Quel est mon but premier dans cet échange? Je reconnais le pouvoir de mes pensées, l'effet qu'elles peuvent avoir sur l'atmosphère, sur mon ton, sur mes intonations, sur les mots que je vais choisir, sur les expressions de mon visage. Tout ce langage décrit et démontre mon sentiment intérieur. L'intention de chaque personne est de vivre en harmonie, de rester paisible et heureux à l'intérieur, de créer de bonnes relations, de maintenir des bons sentiments. Plus je préciserai mes intentions, plus mes actions seront en conformité avec mes intentions. En gardant mon esprit propre et clair, je parviendrai à exprimer tout l'amour qui réside à l'intérieur de moi. Les mots ont peu d'importance. C'est la façon dont je les communique que les autres vont se rappeler. Y avait-il un ton de respect, de bienveillance, de gentillesse, de douceur? Est-ce que je vais toucher son cœur? Je vais chercher la bonne volonté des gens en respectant la façon dont je m'adresse à eux. La collaboration m'est accordée lorsque les cœurs se rencontrent. Je prends conscience de l'importance de mes sentiments intérieurs envers moi-même et envers l'autre personne. Je suis une âme bienveillante, emplie de bonnes intentions. Je suis un être d'amour, un être de paix, un être qui crée l'harmonie autour de soi.